Ok, bonjour à tous pour cette semaine numéro 2. On va du coup continuer notre chapitre 28 sur la reproduction des êtres vivants. Donc je rappelle juste rapidement, on a passé en revue cette première image avec la manière dont se reproduit une plante comparée à la manière dont se reproduit un animal. Donc on avait vu on retrouvait ces différents mots, les mots spermatozoïdes et ovules qui se retrouvaient donc chez les animaux et aussi chez les plantes sous d'autres formes, hein. On avait vu que les spermatozoïdes chez les plantes se retrouvent dans un grain de pollen. On a parlé de la pollinisation. Donc, juste pour rappeler, pour ceux qui ont posé la question, la pollinisation, c'est le fait qu'il y a des insectes, alors là c'est une abeille, mais ça peut être d'autres insectes, qui vont en fait se nourrir de ce qu'il y a au fond des fleurs. Donc, ça c'est peut-être pas très clair pour tout le monde. La fleur, en fait, elle a une technique intéressante pour pouvoir se reproduire. Elle va créer normalement au fond de la fleur, ici en bas, du nectar, en fait, de la nourriture pour les insectes. Et ces insectes, du coup, ils vont aller se faufiler dans la fleur, ils vont essayer d'aller au fond pour pouvoir récupérer ce nectar, pour pouvoir se nourrir. Et en faisant ça, ben, ils vont en fait coller leur corps aux étamines, et donc il y a du pollen qui va se retrouver sur leur corps, sans le vouloir, hein, eux ils viennent pas pour ça, quoique il y en a certains qui mangent aussi du pollen. Mais donc ils vont se retrouver avec du pollen collé, et puisqu'ils vont pas rester seulement sur une seule fleur, mais qu'ils vont aller sur plusieurs différentes fleurs, ben, avec leur trajet, ils vont en fait prendre avec eux du pollen qui se trouve sur leur corps et l'amener dans d'autres fleurs pour les féconder. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la pollinisation, hein, parce qu'il y a une question par rapport à ça. Donc voilà un petit peu le tour de la question. Si c'est pas clair, vous pouvez encore poser des questions sur cette partie-là. Mais aujourd'hui, on va continuer et on va prendre à partir de la page suivante, c'est-à-dire la page 5, que, encore une fois, vous pouvez prendre dans votre classeur, c'est le mieux, si vous avez votre classeur chez vous. Comme ça, vous pouvez recopier, faire les choses qu'il y a à faire sur le classeur. Sinon, sur une feuille, dans un classeur proprement, pour pouvoir retrouver, vous notez chapitre 28, page 5, et puis vous savez de quoi on parle, et vous pouvez même essayer de refaire un petit peu ces dessins pour pas être complètement perdu. Voilà, donc aujourd'hui on attaque cette situation 2. Donc situation 2, c'est une discussion par rapport au fait que parfois, chez les êtres vivants, il y a deux modes de reproduction chez un même être vivant. Donc c'est-à-dire que pendant la vie de l'animal ou de la plante, il y a plusieurs manières de se reproduire qui sont utilisées successivement. Et c'est ce qui est dessiné, c'est ce qui est expliqué sur les deux cycles de vie qui sont juste après. Donc je vous laisse faire un petit tour, je vous laisse regarder un petit peu à quoi ça ressemble, de quoi on parle, hein. Je vous rappelle, ça tourne en rond. Vous voyez qu'ici on précise que ça c'est au printemps, ici en haut, qu'il y a plein de choses qui se passent, qu'on arrive à la fin de l'été, etc. Donc essayez déjà de prendre un petit moment juste pour regarder bien ce qui se passe dans le cycle, entre les différentes étapes, ce qui est marqué, les noms, pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Hein, donc sur cet exemple-là, avec le puceron du pommier, donc c'est un petit animal qui vit ici, hein, sur les feuilles des pommiers. Et pareil à côté pour une plante qui s'appelle le fraisier, donc la plante qui va fabriquer les fraises, hein, qui va faire des fraises. Donc cette petite plante-là que vous avez peut-être déjà croisée une fois dans la forêt ou dans votre jardin. Et là aussi, il y a deux manières de se reproduire qui sont l'une à côté de l'autre. Je vous laisse un petit peu jeter un coup d'œil, voir à quoi ça ressemble. Ok, donc j'espère que vous avez pu voir un petit peu comment ça fonctionne. Et ben, on va maintenant les prendre un petit peu dans l'ordre et essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, on commence ici par, comme on a vu la semaine passée, une femelle et un mâle qui vont avoir une reproduction qu'on avait vue la semaine passée, qui s'appelle une reproduction sexuée. D'accord? Donc ça, il y a pas de différence avec ce qu'on avait discuté. Dans une reproduction sexuée, il y a forcément donc un ovule et un spermatozoïde qui vont se féconder, donc qui vont se rencontrer, il va y avoir une fécondation, et donc ça va donner des œufs.
qui vont être là pendant l'hiver. Donc ça se passe à la fin de l'été. Il y a des femelles et des mâles, donc ici, des femelles et des mâles qui vont se reproduire et qui vont avoir des œufs. Les œufs, le but c'est qu'ils vont pouvoir passer l'hiver, hein, parce que ben, pendant l'hiver, il faut pas que ces œufs ils meurent, donc ils vont être là pendant tout l'hiver. Et une fois arrivé le printemps, ben, c'est là où on va avoir le développement de ces œufs. Ces œufs vont se développer en des individus femelles, enfin, ce sera des pucerons femelles qui vont d'abord naître. Et ces femelles, elles vont avoir des ailes, hein, donc il va y avoir une forme ailée qui va permettre de se disperser. Le but, c'est qu'il va falloir aller sur le maximum de feuilles de pommier, hein. Si tous les pucerons se développent sur une seule feuille de pommier, c'est pas très utile. Mais si on arrive à aller sur plusieurs pommiers différents, ce sera plus efficace. Donc il y a ces ailes qui sont là sur cette première, donc ici, sur cette première femelle, pour pouvoir se disperser, donc pour pouvoir voler et aller, si possible, trouver différents pommiers pour pouvoir se propager. Mais ensuite, on a un cas qui arrive et qui est du coup très bizarre, qui va se passer donc ici. On va avoir cette femelle, une fois qu'elle aura trouvé donc une nouvelle, un nouveau pommier, un endroit pour pouvoir se reproduire, elle va se reproduire par ce qu'on appelle ici en bas, c'est noté, la parthénogenèse. Alors, je vais essayer de vous expliquer, il y a un petit texte après qu'on pourra lire pour se souvenir. Mais on voit qu'il y a déjà d'autres trucs un petit peu spéciaux. Déjà, donc le mot parthénogenèse, hein, il faudra l'apprendre, et c'est marqué en dessous que c'est une reproduction qui est asexuée, donc sans sexe, hein, donc il n'y a pas un mâle et une femelle. Alors, déjà, on va essayer de comprendre pourquoi, hein. On imagine que cette femelle, elle est partie, elle a été coloniser une feuille où il y avait encore personne, où elle était la première à arriver. Si elle devait attendre que par hasard un puceron mâle passe par là pour la féconder, ce serait très compliqué. Parce que du coup, ben, il y aurait plein de femelles, il n'y aurait jamais de mâle qui arrive, hein. Vous imaginez sur toutes les feuilles qu'on peut avoir sur un arbre, même sur plusieurs arbres, ce serait très compliqué d'avoir les mâles qui se rencontrent avec les femelles. Donc la femelle, ce qu'elle va faire, elle va faire un truc un peu bizarre qui s'appelle se reproduire avec la parthénogenèse, donc une reproduction asexuée. Elle va le faire sur plusieurs générations, hein, c'est précisé ici en dessous. Ça peut arriver sur 5 à 10 générations. Ça veut dire, il y a une, si on prend 5 générations, il y en a une qui fait un bébé, qui lui-même va faire un bébé, qui lui-même va faire un bébé, etc. 5 fois. 5 fois où on se reproduit donc sans avoir de mâle. Donc parthénogenèse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ovule, donc ici, donc l'ovule qui est créé ici par la femelle, il va en fait se développer tout seul en directement un œuf qui sera un bébé puceron et qui va faire un puceron. Donc en fait, c'est un clone, hein, donc c'est comme si la femelle, elle allait créer un clone d'elle-même, hein. Vous imaginez, c'est un ovule qui va en fait directement donner le bébé. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut faire ça sans avoir besoin de trouver un mâle. Donc ça, c'est pratique, c'est plus rapide, hein. La femelle qui se retrouve toute seule sur sa feuille, elle peut toute seule faire comme ça ici plusieurs générations, donc créer beaucoup de pucerons pour pouvoir coloniser toutes les feuilles d'un arbre, par exemple. Et tout ça, elle va le faire par parthénogenèse, donc en coupant, en prenant son œuf, son ovule, et en faisant directement un bébé, sans qu'il y ait de spermatozoïdes qui viennent féconder cet ovule. C'est un peu bizarre, mais l'avantage, c'est qu'on peut vraiment du coup coloniser rapidement un milieu efficacement. D'accord. Et donc ça va se faire pendant tout l'été. Donc 5 à 10 générations de pucerons qui seront tous issus de parthénogenèse. Le gros problème, si on fait ça tout le temps, c'est que ça fait des clones en fait. Ça veut dire que ce sera en fait au niveau des gènes, au niveau de l'ADN de la femelle, donc qui elle est exactement, elle fait des clones d'elle-même, hein, elle fait des copies d'elle-même. Alors c'est pas la même puisque c'est des bébés qui vont chaque fois après grandir, mais elle met exactement la même chose dedans dans les clones quand elle fait cette parthénogenèse. Donc tout ici en bas, tous les pucerons qui vont venir de cette parthénogenèse vont être identiques.
Et tout ça, elle va le faire jusqu'à la fin de l'été. Donc pour coloniser un maximum de place, prendre un maximum d'arbres, etc. Mais à la fin de l'été, ce qui va se passer, et ça c'est un truc intéressant, c'est qu'en fait, ces pucerons, ils vont quand même redevenir sexués. Donc à la fin de l'été, plutôt que cette femelle qui s'est multipliée plusieurs fois, plutôt que de continuer de le faire, il va y avoir la création cette fois-ci de nouveau d'œufs de pucerons avec des mâles et des femelles. Hein, on les retrouve ici, donc des mâles plus petits, des femelles un peu plus grandes, pour pouvoir de nouveau refaire des reproductions qui sont sexuées. Et on expliquera après pourquoi c'est important. Mais en gros, donc voilà, on a ce cycle un petit peu spécial, donc qui va commencer, donc comme on l'a vu ici, par une reproduction sexuée, qui va au printemps, pour passer l'hiver, on fait des œufs qui vont ici passer l'hiver, qui vont ensuite au printemps se transformer, donc avoir que des femelles, qui vont se reproduire toutes seules, donc par parthénogenèse, ainsi, ça c'est bien un mot qu'il faudra bien que vous appreniez, qui est en fait une forme de reproduction asexuée. Donc il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas de mélange de spermatozoïdes et d'ovules à ce moment-là. Et ça va se faire pendant 5 à 10 générations pendant tout l'été. Et à la fin de l'été, on va recréer de nouveau des individus sexués qui ont de nouveau des ailes pour pouvoir se retrouver parce qu'il faut qu'ils puissent s'accoupler. Et donc à la fin de l'été, on va finir le cycle par de nouveau des femelles et des mâles qui qui ont deux sexes différents et qui vont pouvoir du coup se reproduire et à nouveau recommencer, continuer le cycle et faire des œufs pour l'hiver. D'accord? Donc voilà un exemple d'un animal un petit peu spécial qui va utiliser deux formes de reproduction. Ici en bas, une reproduction asexuée et ici en haut, une reproduction sexuée pour que ce cycle il tourne et qu'il se répète année après année. Donc on verra après les avantages et les inconvénients, pourquoi on fait tout ça, mais voilà un petit peu pour la première explication de tout ça. Ensuite, on va faire la même chose, on va se poser ces mêmes questions pour ce qui se passe pour le cycle de reproduction du fraisier, donc cette plante qui va donner les fraises. Et vous voyez que maintenant, avant même de commencer, on voit que on retrouve des choses qu'on vient de voir, donc une reproduction ici sexuée, et on verra qu'il y a une partie qui peut aussi se faire de reproduction asexuée. Et on va voir pourquoi et pour quelles raisons est-ce qu'on fait l'un ou l'autre. Alors, pareil, on va reprendre ce qu'on avait avec la reproduction sexuée d'abord. Donc, reproduction sexuée, ici, on a eu des spermatozoïdes qui ont rencontré des ovules, comme on a vu sur la première page la semaine passée. Donc, ça se passe sur les fleurs, tout ça, spermatozoïdes, ovules dans les fleurs. Il va y avoir une fécondation, donc la rencontre entre un spermatozoïde et un ovule, qui vont donner des graines. Alors, les graines sur la fraise, c'est un petit peu spécial. Vous voyez qu'en fait, une fraise, donc vous connaissez, vous avez déjà vu une fraise, j'espère. Sur une fraise, il y a plein de petites graines. Donc, chaque petit point qu'on a sur la fraise, c'est une graine qui peut redonner plus tard une plante. D'accord? Donc, c'est un petit peu différent que le noyau qu'on avait vu dans la plante de la dernière fois, dans la cerise ou je ne sais pas ce que c'était. Là, c'est vraiment chaque petite graine sur le fruit qui peut redonner ensuite une plante. Et donc, ces graines, elles vont tenter de faire de la dissémination. Ça, on n'a peut-être pas encore vu ce mot, mais vous comprenez, je pense, à quoi ça correspond. Donc, disséminer, essayer de faire partir dans toutes les directions possibles pour avoir le plus de chances qu'il y ait au moins une de ces petites graines qui tombe dans le sol et que ça puisse être efficace. D'accord? Donc, on va essayer de disséminer, de faire partir partout ces petites graines. Cette graine, si elle tombe dans une terre qui est bonne et qui a les bonnes conditions, elle va faire la germination, donc elle va germer, elle va commencer à grandir en tant que plante, et du coup, elle va redonner une grande plante adulte comme la première. Elle va refaire des fleurs, ces fleurs vont faire la pollinisation et vont avoir des spermatozoïdes qui vont rencontrer des ovules pour faire une fécondation, et ainsi de suite. Donc on a un cycle comme ça, qui peut tourner sur lui-même plusieurs fois et puis qui peut fonctionner comme ça année après année. Donc ça, c'est ce qui se passe pour la plante. Mais c'est une plante qui va avoir une deuxième manière de se reproduire en parallèle,
qui est une reproduction, comme vous le voyez ici en bas, de nouveau qu'on appelle une reproduction asexuée. D'accord? Et c'est quoi cette reproduction asexuée? C'est en fait la plante, elle va créer ce qu'on appelle ici un stolon. Donc pareil, c'est un mot qu'il va falloir garder, ce mot ici, le mot stolon. Stolon, ça veut dire quoi? En fait, c'est comme une espèce de bout de tige, vous voyez, qui part depuis la plante et puis qui longe comme ça le sol, hein, si on imagine que le sol il est ici. Donc c'est un bout de tige qui va comme ça longer le sol et qui va se déplacer, se décaler par rapport à la plante. Donc c'est pas, vous voyez que la plante elle est ici, et il y a ces tiges principales qui grandissent les unes au-dessus des autres ici. Mais donc là c'est vraiment l'ostolon c'est une de ces petites tiges qui poussent et qui s'éloignent de la plante principale pour pouvoir en fait faire quoi? Ben, continuer de faire grandir cette même fleur, hein, ça va se déplacer, puis ça va aller ici faire de nouveau une copie, hein, un clone, parce que c'est la même, ça vient de la même tige de départ. Mais le but, ça va être de, comme ça, partir un peu plus loin, et puis pouvoir faire pousser une nouvelle plante un peu plus à côté, pour, encore une fois, coloniser, hein, prendre plus de place, si c'est possible, s'il y a de la place, hein, s'il y a de la terre et qu'il n'y a pas d'autres plantes autour, hein, pour pouvoir prendre plus de place et être plus rapide. Ça va plus vite que de devoir attendre de faire tout un cycle ici de reproduction sexuée pour faire des graines. Ça permet, ici, on le voit, qu'il y a une petite plante qui va commencer à pouvoir pousser de son côté, un peu plus loin, décalé. Mais en fait, c'est une copie, hein, c'est un clone, c'est ce stolon qui vient de là et qui est un clone. Et donc, ça va être ce qu'on appelle ici la multiplication par l'émission d'un stolon. Donc, c'est une reproduction asexuée, on n'a pas fait de graines, on n'a pas fait de spermatozoïdes, d'ovules ou quoi que ce soit. C'est juste un bout de la même plante qui a été refaire à côté, un peu plus loin, une nouvelle plante de fraisier. Donc voilà pour ces deux cycles de reproduction un petit peu particuliers, un petit peu différents, un peu bizarres, qu'on a ici donc avec le puceron et le fraisier. Donc un mélange entre chaque fois une reproduction sexuée et une reproduction asexuée. On va continuer et on arrive du coup ensuite sur la partie à la page d'après, qui est donc cette fois-ci la page 6. Ceux qui n'ont pas la feuille, vous pouvez noter sur votre feuille page 6. Et il y a une question qui est posée ici en haut. On vous demande en B, relève les similitudes et les différences entre les cycles de reproduction du fraisier et du puceron et reporte-les dans le tableau ci-dessous. Donc on aimerait que vous preniez le temps pour regarder ces deux cycles qu'on vient de voir juste avant, hein, le puceron et le fraisier qui sont à gauche, et d'essayer de trouver, de comprendre les différences et les similitudes. Donc similitudes, c'est des choses pareilles entre les deux. D'accord? Donc regardez chaque étape et puis essayez de noter ce qui vous paraît être pareil et ce qui peut être différent, hein. Je vous fais un premier exemple. Si je prends les deux et que je regarde qu'est-ce qui se passe dans les choses, dans les similitudes entre le puceron et le fraisier, on retrouve des mâles et des femelles, ou une partie mâle, une partie femelle, en tout cas, d'accord? Et donc, on a des individus de sexes différents. Et par contre, dans les différences, ben, on pourrait dire que au niveau du puceron, on appelle ça un accouplement. Alors qu'au niveau du fraisier, on va appeler ça une pollinisation. D'accord? Donc c'est pas le même mot, hein. Donc on fait la même chose, hein. Donc on a une reproduction sexuée avec un mâle et une femelle et des sexes différents. Par contre, ça s'appelle pas de la même chose parce que c'est pas exactement la même manière de faire. Un accouplement avec un mâle et une femelle, pollinisation avec le pollen qui est amené par les insectes d'une plante à l'autre. Donc je vous laisse essayer d'en trouver encore trois de plus, hein, 3 ou 4 de plus. Regardez bien les dessins, mettez pause et essayez de remplir vous-même ce tableau. Faites-le au crayon si vous n'êtes pas sûr. Et puis ensuite, on va le corriger. D'accord? Donc je vous laisse quelques instants, mettez pause et puis allez remplir ça. Ok, alors j'espère que vous avez joué le jeu et que vous avez essayé de remplir ça. Moi, je vais maintenant corriger ça avec vous.
Donc une autre chose qui va être similaire chez les deux, c'est que dans les deux cas, il va y avoir ce qu'on appelle de la croissance. Je vais écrire ça avec un stylo, c'est mieux. Donc il va y avoir de la croissance dans les deux cas. Donc la plante et le puceron vont grandir. Dans le cas de la plante, après la graine, on va appeler ça une plantule. On avait vu ça déjà la dernière fois. Et chez le puceron, ce sera le jeune puceron, d'accord, donc qui va se développer. Donc dans ces deux cycles de vie, il y a l'idée de quelque chose qui va faire de la croissance, qui va grandir pendant un certain temps. Dans les deux cas, on va commencer le cycle par ce qu'on appelle une cellule œuf. D'accord? Cette cellule œuf, chez le fraisier, ça va être une graine, parce que c'est par ça que va commencer la petite plante. Et chez le puceron, ce sera sous la forme d'un œuf. D'accord, pour le puceron. Voilà. Donc c'est cette toute première cellule qui va commencer et qui va ensuite se transformer et donner le jeune et plus tard l'individu adulte. Donc il va grandir. Une dernière chose qu'ils ont en commun, c'est le fait qu'il y ait chez les deux des spermatozoïdes et des ovules. Donc spermatozoïdes et ovules qui vont ensemble faire une fécondation. Alors, il n'y a pas de différence entre les deux là dans la reproduction sexuée. Euh, Ça se ressemble beaucoup. On a des spermatozoïdes, on a des ovules qui font la fécondation. Ça, c'est pas, il n'y a pas de différence du coup entre ces deux situations. Donc voilà, donc on voit que des plantes ou des animaux peuvent avoir un moyen pour se reproduire qui est très semblable. Donc pas beaucoup de différence là-dessus. Hein. Donc on a pu voir ce qui se passait dans le cas ici de cette situation avec des animaux ou des plantes qui mélangent des reproductions sexuées et ce qu'on a appelé aussi des reproductions asexuées. Et du coup, si vous prenez la page 7, là, on va aller un petit peu cette fois-ci regarder ce qui se passe dans les reproductions asexuées. Donc, on en a déjà parlé un petit peu, mais on va voir qu'il y en a encore d'autres formes qui existent. Donc, il n'y a pas tout le temps une reproduction sexuée qui est nécessaire pour pouvoir se reproduire. Il n'y a pas tout le temps un spermatozoïde et un ovule, mais il y a différentes manières un peu bizarres, des fois peut-être, qui existent pour se reproduire. Alors, on va faire un petit peu le tour de certaines, puis on va souligner surtout ce qui est important dans chaque cas. Donc, on nous dit situation 3, reproduction animale et végétale sous forme donc asexuée, donc sans sexualité. Donc, hein, vous pouvez le préciser ici. On vous dit certains êtres vivants peuvent se reproduire seuls. Il n'y a pas de fécondation. Hein. Donc, quand on parle d'asexué, c'est quand il n'y a pas eu une fécondation dans l'histoire. C'est la reproduction donc asexuée. Et des fois, on peut aussi appeler ça une reproduction végétative. D'accord? Donc, quand il n'y a pas de fécondation, c'est une reproduction qui est asexuée. La variété de ce mode de reproduction est grande, donc il y a plein de différentes manières de se reproduire de façon asexuée, et tu en trouveras quelques exemples dans les bulles ci-dessous. Lis attentivement les textes. Alors je vais les lire avec vous. On va prendre un petit moment pour faire ça, et puis souligner ce qui vous paraît important. Hein. Je vais essayer de souligner 2-3 trucs moi, mais soyez libre de souligner ce qui pour vous est important. Donc ici, on commence avec un premier terme qui s'appelle la scissiparité. Donc ça, ce sera les termes à connaître. Hein. Donc la scissiparité, ça va être utilisé par exemple par une bactérie qui s'appelle Escherichia coli. C'est un nom un peu bizarre. Donc on vous dit Escherichia coli, c'est une bactérie qui est présente dans l'intestin. Donc on a tous beaucoup de ces bactéries, de ces Escherichia coli dans nos intestins. Donc dans l'intestin de l'être humain, et ça nous aide à digérer. Donc toute la nourriture que vous avez stockée et que vous êtes en train de manger maintenant chaque jour, elle a besoin d'être aidée pour qu'on puisse la digérer avec ces bactéries qui sont dans notre intestin.
Elles se multiplient très rapidement, donc le but de ces bactéries, c'est de pouvoir très vite se reproduire et être très nombreuses. Et pour faire ça, une des manières de faire, c'est ce qu'on appelle la scissiparité. D'accord? Donc c'est ce qui est présent ici, donc ça, il faudra vraiment bien apprendre ce terme-là. Donc c'est la division cellulaire d'un individu pour donner deux autres individus semblables, hein. Donc ça, c'est la définition, je vais vous la souligner, comme ça vous laisse la garder. Donc la scissiparité, c'est ça. Division cellulaire d'un individu pour donner deux autres individus semblables. Quand on fait un voyage, on peut ingérer des souches d'Escherichia coli étrangères. Donc, si vous partez en voyage, ce qui n'est pas forcément le cas maintenant, mais si vous partez en voyage et que vous allez boire de l'eau dans un pays différent de ce que vous avez l'habitude, vous pouvez peut-être vous retrouver avec ces Escherichia coli un peu différentes qui provoquent des diarrhées violentes. Hein, c'est ce qu'on appelle souvent la tourista, hein, quand on va en voyage, alors que les personnes qui vivent sur place n'y sont pas sensibles. C'est pour ça que si vous voyez des gens locaux, quand vous êtes dans un pays que vous ne connaissez pas, et que eux boivent l'eau du robinet, par exemple, bah, vous dites, ah, bah, c'est bon, si eux ils boivent, moi je peux boire aussi. Faites gaffe, parce que ça se peut que eux sont habitués à cette souche de Escherichia coli qui est dans leur pays, mais vous pas. Donc vous pouvez arriver et puis vous retrouver avec des diarrhées violentes, hein, pour d'une situation à cause de ces Escherichia coli, hein, on voit l'image en dessous, qui peuvent être dangereuses pour vous. Donc voilà, donc scissiparité, en gros, pour faire simple, c'est ces bactéries ici qui vont se couper en deux pour faire deux bactéries. Donc une cellule très simple, une bactérie c'est assez simple comme fonctionnement. Donc il suffit que la bactérie, elle décide ici de se couper en deux, hein. Si on imagine que là on coupe en deux, on se retrouve ensuite avec deux bactéries qui peuvent aller vivre leur vie. Et vous imaginez que ça va très vite, il n'y a pas besoin d'aller chercher un partenaire sexuel, etc. Mais très rapidement, on peut avoir des bactéries qui vont comme ça se diviser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc ça se fait sans sexe, hein, c'est juste on coupe en deux. Ensuite, on a le bourgeonnement. Alors, le bourgeonnement, c'est un petit peu différent. Il va être utilisé notamment par les hydres. Alors, vous voyez ici, vous avez un exemple de ces hydres. Et on vous dit, les hydres vertes sont des cnidaires très communs dans l'eau stagnante et qui se nourrissent de petits crustacés. Lorsque la nourriture est abondante, les hydres vont faire ce qu'on appelle du bourgeonnement. Elles bourgeonnent. C'est-à-dire qu'elles produisent un nouvel individu qui se développe sur l'hydre elle-même. Les nouveaux individus se détachent dès qu'ils ont une taille suffisante pour mener une vie indépendante et bourgeonner à leur tour. Donc en gros, ça ressemble un petit peu à ce que la bactérie fait avant, ce qu'on a vu par scissiparité, mais en gros, c'est un peu différent parce qu'on vous dit que c'est-à-dire qu'elles produisent un nouvel individu qui se développe sur l'hydre elle-même. Donc on le voit sur l'image qu'on a ici en haut. L'hydre, donc il y a l'hydre ici qui est l'individu adulte, et on a comme un petit bébé qui pousse sur le côté de l'hydre, qui est une copie de nouveau, hein. On n'est pas en train de faire une reproduction sexuée, c'est une copie de l'hydre qui est déjà adulte. Et cette copie, elle va grandir petit à petit, accrochée à l'hydre adulte. Et une fois qu'elle sera suffisamment grande, elle va partir et aller vivre sa vie ailleurs. Et ce sera de nouveau une copie de l'hydre initial. Donc c'est pas l'hydre qui s'est coupé en deux et puis qui a fait deux hydres, c'est l'hydre qui a fait un petit bourgeon sur le côté comme ça pour pouvoir se reproduire. Et on vous précise que les hydres vertes peuvent également se reproduire de manière sexuée par autofécondation. Donc ça c'est encore autre chose. En gros, on peut avoir donc l'hydre qui va produire un spermatozoïde et un ovule, et elle va féconder elle-même ses propres spermatozoïdes et ovules. Mais ça, c'est un truc qu'on discutera peut-être un peu plus tard. On va garder pour l'instant juste la partie du bourgeonnement pour pas trop se perdre dans les explications. Ensuite, le troisième, c'est ce qu'on a vu avant avec le stolon. Donc c'est l'idée du fraisier qui fait, donc, si on veut utiliser le mot correct, le mot précis, c'est ce qu'on appelle du marcottage naturel. Donc c'est ce qu'on a dit avant, mais on vous le répète ici avec des mots un peu plus peut-être précis. Le fraisier est une plante de la famille des rosacées, couvrant le sol et produisant des baies rouges vifs. Afin de se multiplier et de coloniser rapidement le milieu, ça c'est important, hein, il y a une raison pourquoi on fait cette reproduction asexuée, et c'est souvent cette raison-là, coloniser rapidement un milieu qui existe.
Le fraisier produit une tige rampante, c'est ce qu'on a vu avant, qui s'appelle le stolon, hein, ça c'est vraiment important à bien garder en tête. Donc le stolon, qui lui va s'enraciner dans le sol et former un nouvel individu. D'accord? Donc c'est ce qu'on a discuté avant. Et c'est ce qu'on appelle du coup le marcottage naturel. Donc ça aussi ce sera à apprendre, hein. C'est ça la définition du marcottage naturel. On parle de naturel parce qu'on peut le faire aussi avec une plante nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut prendre un bout d'une plante, souvent, hein, dans les plantes avec qui ça fonctionne, on peut prendre un bout d'une plante, la couper, et puis nous-mêmes la planter ailleurs et la faire des racines, et puis que ça donne une plante, la copie de la plante, hein. Si vous prenez un arbre, vous prenez une branche, si vous arrivez à faire en sorte que cette branche soit dans de l'eau et puis qu'elle puisse produire un peu des racines, ça va se faire. Mais là, ça se fait naturellement, c'est que la plante elle-même le fait, vous voyez là, ce que ça peut donner. Donc ici, on vous dit, ben, au mois de juillet, la plante principale, elle a fait un premier stolon qui, qui commence à donner une nouvelle plante, un deuxième stolon qui donne encore une plante plus loin. Donc vous voyez que ça va vite, hein, on peut vite coloniser du milieu. Et puis souvent, après, ce stolon, il va se couper, hein, et les plantes vont devenir indépendantes. Donc il y aura 3 copies comme ça de la même plante originale qui vont se développer les unes à côté des autres. Et puis, donc, l'avantage, c'est que ça va beaucoup plus vite, hein, pour pouvoir coloniser un grand milieu que de devoir faire une reproduction sexuée qui, des fois, prend longtemps, voire une année. Donc ça, c'était le troisième exemple. On arrive ensuite sur le quatrième exemple que vous avez certainement déjà pu observer aussi. C'est ce qu'on appelle les plantes qui ont des bulbes. Donc les plantes à bulbes, donc vous connaissez les oignons, hein, vous avez certainement déjà vu à quoi ça ressemble, ou les tulipes, hein. Si vous prenez une tulipe et puis que vous la sortez, vous regardez ce qu'il y a dessous, hein, c'est un bulbe, hein, c'est une espèce de grosse boule comme ça ici, qui va ensuite donner la plante qui va pousser vers là-haut. Donc les plantes à bulbes sont principalement des plantes qui sont biannuelles. C'est-à-dire que leur cycle de floraison s'étendra sur 2 années. Donc c'est-à-dire qu'il faut 2 ans pour créer les fleurs qui commencent à sortir. Afin de coloniser leur milieu, elles se multiplient également de manière asexuée par la production de bulbes latéraux, ce qu'on appelle des bulbiles. D'accord? Donc en gros, il faut imaginer si un bulbe, donc une de ces grosses structures-là, donne une fleur, mais qu'il faut 2 ans pour que ça puisse pousser, ben la plante, elle essaie un petit peu euh, de bien profiter de ce temps-là pour pas faire qu'une seule fleur qui sort, parce que s'il y a un problème sur cette fleur-là, hein, qui sort, bah, du coup c'est foutu, mais pour en fait faire comme des petites copies d'elle-même sur le bulbe lui-même, hein, c'est ces petits bulbiles, c'est ce qu'on voit ici, ce qu'on peut ici entourer en rouge. Donc ces bulbiles, en fait, ils vont être attachés à la même plante, ils sont encore une fois asexués, donc c'est exactement la même copie de la plante, et ça va avoir comme effet de faire en fait sortir plusieurs fleurs sur un même bulbe pour pouvoir en fait maximiser les chances que ensuite la reproduction sexuée fonctionne. Hein, donc on est de nouveau dans une situation où la plante peut faire une reproduction sexuée avec la fleur, mais pour augmenter un petit peu ses chances de réussite, eh ben, elle va aussi utiliser ses bulbiles, hein, donc plantes à bulbes qui font des bulbiles, pour optimiser le nombre de fleurs qui vont ensuite être produites une fois que ce sera la saison de faire les fleurs. Et comme dernier point, comme dernier exemple, c'est la parthénogenèse. On en a déjà parlé au début dans l'exemple du puceron, hein, donc la parthénogenèse. Donc on vous rappelle cette même histoire que j'ai expliquée avant, je vous l'ai dit. Donc les pucerons sont des insectes, ils vivent sur des végétaux et se nourrissent de leur sève, hein. C'est un peu ils viennent piquer de la nourriture sur la plante. Au printemps et jusqu'à la fin de l'été, ils sont capables de se reproduire seuls. Hein, encore une fois, on revoit cette situation de se reproduire tout seul et donne naissance à un jeune puceron qui sera également capable de se reproduire seul, etc. C'est ce qu'on appelle la parthénogenèse. Et c'est quoi la parthénogenèse? Donc c'est ce que je vous ai expliqué. C'est ce qui peut être défini comme le développement d'un ovule non fécondé. Donc on a un ovule qui n'a pas été fécondé par un spermatozoïde, mais qui va quand même se développer comme un bébé. Donc, en fait, le bébé ne sera pas un mélange, hein, le bébé sera exactement la copie conforme de la maman, hein, puisque c'est l'ovule qui s'est développé et qui n'a pas eu cette fécondation entre deux. Les pucerons peuvent également se reproduire de manière sexuée, on en a déjà parlé, on a vu que dans le cycle, il y avait effectivement une partie qui se faisait de manière sexuée. Et il y a d'autres exemples, comme par exemple, hein, ici on vous dit, comme les pucerons,
le dragon de Komodo, c'est la bestiole que vous voyez ici à gauche, peut aussi justement se reproduire par parthénogenèse ou de manière sexuée. Donc une femelle, ici, hein, une femelle dragon de Komodo, si elle ne trouve pas de mâle, eh ben, elle peut elle-même faire un bébé avec son ovule qui n'aura pas été fécondé, mais qui donnera quand même un petit, qui sera la copie d'elle-même, pour pas que, ben, si par exemple sur une île, il n'y a peut-être pas de mâle, ou etc., que ça puisse, que ça pose problème. Donc voilà un petit peu pour ces différentes choses. Donc je répète, la scissiparité, on coupe la bactérie en deux, ça fait deux bactéries. Le bourgeonnement, on a une espèce de petite copie de soi-même qui pousse sur le côté de l'individu. Le marcottage naturel, c'est quand on a une plante qui va fabriquer un stolon, donc une racine une tige qui va ramper, qui va refaire des racines plus loin et qui va faire des copies d'elle-même. On a la formation de bulbiles, donc pour des plantes à bulbes qui font rarement des fleurs, on essaie de maximiser le nombre de fleurs qu'il y aura pour chaque bulbe. Donc on fait des petites copies du bulbe original sur le côté. Et la parthénogenèse, donc c'est l'idée qu'on a un individu, une femelle, qui peut elle-même faire un bébé complet à partir d'un ovule qui n'a pas été fécondé. Donc il n'y a pas eu de relation sexuelle, il n'y a pas eu de spermatozoïde qui a pu féconder l'ovule. Voilà un petit peu ces différents modes de reproduction. Alors maintenant, ça va être à toi de réfléchir un tout petit peu parce que on a donc ça avec ces questions en bas avec lesquelles j'aimerais terminer aujourd'hui. On vous demande ici en dessous de formuler des hypothèses sur les avantages de ces modes de reproduction. Donc en gros, si nous, en tant qu'êtres humains ou simplement des animaux mammifères, on on a du sexe pour pouvoir se reproduire, pourquoi ici, vous allez noter, je vous demande de faire des phrases là-dedans, pourquoi est-ce que ces animaux qu'on vient de voir en dessus utilisent des modes de reproduction qui sont asexués? Donc pourquoi tous ces animaux qu'on vient de discuter avant, ils ont la possibilité de se reproduire sans sexe, d'accord? Donc c'est quoi les avantages? Je modifie un tout petit peu les choses, vous pouvez aussi essayer de réfléchir quels sont les inconvénients. Aussi les inconvénients de cette reproduction. D'accord? Et puis en dessous, ensuite, on écrira dans le carré ici en bas, on écrira les hypothèses validées. Donc écrivez tout ce qui vous passe par la tête ici. Pourquoi c'est bien de faire une reproduction asexuée et pourquoi c'est peut-être moins bien? Qu'est-ce qui peut poser des problèmes? Et puis on y répondra juste ici en dessous. Donc pareil, je compte sur vous, vous mettez sur pause et puis vous remplissez tout le carré qui est ici et ensuite je fais la correction avec vous pour terminer ce cours de cette semaine. Ok, j'espère que vous avez eu le temps de bien noter toutes vos idées. Et puis ben, maintenant, on va prendre ensemble ce qu'on va valider. Alors, je pense que vous avez quand même compris dans tout ce qu'on vient d'expliquer avant qu'un des gros avantages de cette reproduction asexuée, c'est qu'on peut produire beaucoup d'individus en peu de temps. D'accord? Donc, vous pouvez noter ça ici, qu'il y a beaucoup d'individus qui sont produits en peu de temps. D'accord? Et ça, c'est un gros avantage, parce que quand on veut pouvoir coloniser un milieu, donc c'est d'ailleurs la suite de ce qu'on peut noter, c'est que le milieu est colonisé rapidement. Donc si d'un coup on arrive quelque part, hein, comme une bactérie qui arrive à l'endroit et qui a de la nourriture, qui a de la place, eh ben, très rapidement on peut faire plein de copies de soi-même, on peut prendre beaucoup de place dans le milieu et puis du coup gagner un peu cette course de celui qui va être le plus présent dans un milieu. Donc ça c'est un avantage très important. Maintenant, j'aimerais quand même, donc ça ce serait les avantages. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de place, mais vous pouvez peut-être prendre un peu de place derrière ou à côté. Donc ça, ce seraient les avantages de cette reproduction asexuée.
Maintenant, il y a aussi des inconvénients, hein, ou bien des avantages à avoir des reproductions sexuées. Euh, le cours n'en parle pas beaucoup plus que ça, mais j'aimerais quand même faire une petite parenthèse dessus parce que c'est important de comprendre quelle va être un petit peu la partie plus compliquée euh, pour, par exemple, ces bactéries. Parce que si ça marche si bien, hein, si c'est hyper rapide et hyper efficace, on pourrait du coup se poser la question inverse, bah, pourquoi est-ce que nous, les êtres humains ou les mammifères ou les animaux qui se reproduisent de manière sexuée, pourquoi on continue encore de se reproduire de manière sexuée si c'est si efficace de se reproduire de manière asexuée? Hein, on enlève toute cette question de sexualité et puis comme ça on peut se reproduire rapidement quand on veut, combien de fois on veut. Et on va voir que ben, c'est pas si simple et qu'il y a des avantages quand même importants de pouvoir avoir une reproduction sexuée. Et je vais essayer de vous le montrer avec deux, trois images. Donc pour bien comprendre, je vais reprendre deux, trois pages de cette BD de Léo Grasset que je l'ai dit, que je vais donner la référence la semaine passée, donc, qui s'appelle La grande aventure du sexe, donc de Dirty Biology. Et on va essayer de comprendre ben, pourquoi justement ces bactéries, c'est pas si bien qu'elles se reproduisent sans sexe et quels sont un peu les désavantages. Donc on vous dit pour comprendre, regardons le fonctionnement des bactéries. Donc on vous dit qu'il y a environ 1000 milliards de bactéries sur Terre, donc ça fait beaucoup de bactéries. Même petit fait intéressant et important, il y a plus de bactéries dans ton système digestif, donc dans ton intestin, que de cellules dans ton corps. Donc tes propres cellules sont en infériorité au niveau du nombre que les bactéries qui sont dans ton ventre, ce qui est assez fou. Elles sont présentes de l'intérieur de la croûte terrestre jusque dans l'atmosphère et dans tous les écosystèmes, donc il y en a partout des bactéries. On peut donc dire que biologiquement, elles sont plutôt un succès. D'accord? Ça a bien marché pour elles, les bactéries, elles sont efficaces. Et elles ne font pas de sexe comme nous. Donc c'est ça un peu la question. Elles se reproduisent sans sexualité, on l'a vu avant. Hein, la scissiparité, c'est ce qu'on a discuté. Donc chez elles, se dupliquer et transmettre leurs gènes sont deux choses différentes. Pour la multiplication, on en a déjà parlé, elles se divisent en deux, hein, donc la scissiparité. Et pouf, ça fait donc deux clones. Donc on se retrouve avec deux bactéries qui vont se balader. Seules quelques mutations dans l'ADN différencieront les deux bactéries l'une de l'autre, mais c'est tout. Donc normalement, on a vraiment deux bactéries qui sont très très pareilles. Donc ça va vite, hein, on a vu. Les avantages, on vient de les écrire avant, qu'il y a beaucoup d'individus qui sont produits en peu de temps et on peut coloniser le milieu rapidement. Le problème, il se trouve quand justement on se retrouve avec des problèmes, des prédateurs par exemple. Donc si on a, ben, un exemple que maintenant on le vit pas mal, hein, si on a un virus par exemple qui arrive ici puis qui vient attaquer les bactéries, ou s'il y a d'un coup un changement de température brutal qui fait beaucoup plus chaud, et ça va agir sur les bactéries. Ou bien, par exemple, s'il y a trop d'acidité, par exemple, dans un milieu, eh ben, tout ça, ça va faire que les clones, puisque c'est deux bactéries qui sont exactement pareilles, ben, comme elles sont pareilles, elles vont mourir exactement de la même façon. D'accord? Donc on voit que s'il y a une bactérie qui meurt à cause une de ces trois choses, l'autre bactérie va mourir exactement de la même manière. Ce qui n'est pas un avantage. Dans l'évolution, dans le fait de pouvoir survivre, réussir à faire des versions légèrement différentes de soi est une stratégie qui est payante et importante. En cas de catastrophe, on augmente les chances que l'une d'entre elles survive. Hein, c'est ce qui se passe du coup, et c'est pour ça que la reproduction sexuelle est si importante. C'est que, en fait, quand on a une reproduction sexuée, comme on mélange un ovule et un spermatozoïde, eh ben, on va avoir des différences qui vont se créer. On a une partie qui vient de la mère, une partie qui vient du père, et du coup, ça va donner pas des clones comme les bactéries, mais des individus qui sont différents. Et donc, ces différences font qu'on survivra mieux s'il y a quelque chose qui peut être dangereux pour nous. D'accord? Donc, ici en bas, vous pouvez peut-être juste rajouter quelque chose. Je vais le noter en dessus. Je vais le noter là. Donc, il y a aussi un inconvénient. Je vais le noter en bleu. Un inconvénient à se reproduire de manière asexuée, hein, c'est que on va créer des clones. Et les clones, ben, ils sont identiques. Et donc, si un problème
arrive pour un clone. Il arrivera aussi pour l'autre. Il n'y a pas assez de différence entre les deux. Et donc ça, c'est un des inconvénients de faire de la reproduction asexuée. C'est que ça ne crée pas de différence. Vous le verrez plus précisément en 10e année, mais vous, si vous avez des frères et sœurs, vous n'êtes pas des clones, à moins que vous soyez des vrais jumeaux, mais vous et votre sœur ou vous et votre frère, vous avez reçu des informations de vos parents différentes. Et du coup, vous êtes capable de résister à différentes choses de manière différente. Vous n'allez pas être affecté par des maladies de la même manière. Et c'est ça la raison du fait qu'on continue d'avoir des reproductions sexuées qui sont plus compliquées, mais qui amènent aussi cette stabilité, hein, cette plus grande différence entre les individus pour mieux résister à une attaque. Voilà, donc moi je vais arrêter là pour aujourd'hui. On terminera ce chapitre la semaine prochaine avec la dernière partie à faire. Encore une fois, je vous encourage, posez des questions. Le plus simple, c'est de poser des questions directement en dessous du devoir qui est ici. Comme ça, je peux les lire, les autres peuvent les lire aussi, et puis on peut essayer d'y répondre efficacement. Je ferai aussi la semaine prochaine, comme cette semaine, je ferai une vidéo d'abord de réponse aux questions qui auront été posées aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, posez-les, et puis elles seront répondues en début de semaine prochaine, euh, avant l'explication de la fin du chapitre. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous et puis on continuera ça la semaine prochaine. Remplissez bien, rendez bien le devoir, cliquez bien sur rendre s'il vous plaît, que je puisse voir que tout le monde a pu voir la chose et qu'il n'y a pas eu de soucis. Et puis si vous rencontrez des problèmes, bien sûr, n'hésitez pas à me le dire. Merci.